Tu prends une pomme qui est là, tu la goûtes, elle est juste à tomber par terre. Ça, c'est un luxe. Même si c'est glauque autour, même si tu te fais chier la bite, il y a des petits rayons de soleil. Puis qui sont que à toi, quoi. Tu vas pas les Instagrammer dans la foulée. Amis du terroir, bonsoir et bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, la musique a horreur du vide, virée dans le désert français et ses oasis. Braquage à Hollywood, Jim, un indépendant qui a tout d'un grand. Ici, c'est bon. Et enfin, avec Henriette au pays des merveilles, on passe de l'autre côté du miroir. Julie, notre reporter en baby-doll, a rendez-vous avec une maman pas comme les autres au festival Ars Electronica de Linz en Autriche. À 34 ans, l'artiste de Las Vegas, Sarah Petkus, apporte un peu de douceur dans le monde des puces en élevant des bébés robots comme si c'était sa propre progéniture. Mais dis-nous Sarah, t'as appris comment à devenir une cyber-maman? C'est la vie qui m'a appris ça. De nos jours, c'est beaucoup moins compliqué d'avoir un enfant robot qu'un véritable enfant. Pourquoi c'est plus facile? Parce que tu peux le poser par terre et t'en aller sans passer pour une mauvaise mère. Ça, c'est vraiment un plus. Noodle, where's mommy? Noodle? Noodlefit, l'un des premiers bébés de Sarah, est né de ses illustrations. Développé lors d'une résidence à l'Agence spatiale européenne, Noodle rêve de partir dans l'espace comme les robots rovers de la NASA qui explorent Mars actuellement. Avec ses 4 pieds, il attrape des objets, goûte le sol pour en mesurer l'acidité et plante des haricots. Loin d'être un simple outil, Noodle apprend et développe sa petite personnalité grâce à sa maman. C'est mon inquiétude qui inspire mon travail. Ça vient du fait que j'ai grandi à Las Vegas. J'aime pas la façon dont la parentalité se vit dans la culture américaine. Avec Noodle, j'ai voulu redéfinir ou plutôt apporter quelque chose au débat. Les enfants robots sont comme les humains. Tu dois les laisser s'épanouir, devenir ce qu'ils ont besoin d'être et non pas les forcer à être ce que tu veux qu'ils soient. Welcome to Mythbusters, to The Search. En 2017, Sarah participe à l'émission américaine Mythbusters qui décortique les mythes urbains. Les candidats veulent vérifier s'il est possible d'installer un siège éjectable dans une voiture façon Fast and Furious. Sarah est éliminée au milieu de l'émission. This is Sarah, and I'm going to give you a quick demo and overview of the latest Shibon augment that I've built. It's called the Suck Choker. Sur sa chaîne Robohemian, la youtubeuse partage depuis 2012 les tutos de ses inventions abracadabrantes, comme ce collier qui fait des poutous dans le cou. Oh, there's one. Née dans le Michigan, celle qui rêve d'être astronaute déménage à 7 ans à Las Vegas. Son père est consul de Pologne et sa mère hôtesse de casino. Au lycée, son prof remarque ses dessins de robots et lui conseille d'en fabriquer. La fan de cyberpunk s'inscrit alors à l'université en arts et technologie. En 2014, après avoir dessiné une armée de robots qui part à la conquête du monde, Sarah détourne 120 Delta, ces machines-outils à 3 bras utilisées dans l'industrie. Dans son installation interactive, Lightplay, chaque robot danseur a un petit nom. T'as déjà vu Le Petit Grille-Pain Courageux? Quand j'étais enfant, il y avait ce dessin animé avec des appareils électroménagers, des outils de cuisine qui prennent vie. En le voyant, je me suis dit que c'était vraiment génial que des objets inanimés aient une âme. Alors j'ai commencé à devenir amie avec tous les objets intéressants qui se trouvaient dans la maison de mes parents. J'étais vraiment une gamine. Et puis s'ils étaient suffisamment petits, je les prenais, je les mettais dans ma poche et je partais voir le monde avec eux quand on allait faire des courses au supermarché.
Tu vois ces enfants qui parlent à leurs jouets? J'ai jamais arrêté. En septembre dernier, au festival Ars Electronica de Linz, consacré au rapport entre art, technologie et société, Sarah présente son projet Moon Rabbit, du nom d'un mythe japonais qui veut qu'un lapin vive sur la Lune. Réalisé en collaboration avec son conjoint Mark, un ingénieur qui a travaillé dans la Silicon Valley pendant 20 ans, l'installation met 4 intelligences artificielles face à une carte du ciel. Le duo demande alors à ces IA d'y reconnaître des constellations. J'ai écrit le code qui a généré ces constellations et j'ai essayé de le programmer à l'intérieur des intelligences artificielles. Si elles reconnaissent les constellations que j'ai dessinées dans le ciel, la boucle est bouclée. J'ai un retour de ce que je leur ai appris. Je suis comme un père qui essaie d'éduquer un jeune ingénieur. S'il devient designer automobile, je serai fier. I've created a hip-squeezing belt that has 2 winches mounted on either side of my pelvic bone, and they're responsible for ratcheting my butt cheeks apart to an amount equal to the temperature between my thighs in order to produce thigh gap. Depuis 2018, Sarah planche sur Shibon, un exosquelette composé de 7 appareils qui capte les données biologiques de celle qui les porte et mesure son excitation sexuelle. Elle a ainsi inventé cet instrument en forme de darne de saumon qui chuchote à l'oreille des foufounes. Ou bien encore ce soutien-gorge qui titille les tétons et affiche sur une hélice leur niveau d'excitation. On parle de plein de trucs avec Marc. On rigole. Et parfois, nos blagues deviennent réalité. On s'imagine vivre dans une maison qui se déplacerait, nous protégerait et nous permettrait de faire pousser de la nourriture pour être autosuffisants. Ça serait comme un abri où on vivrait en sécurité. Ça sera peut-être une réalité un jour, si j'apprends à mieux souder. J'en ai complètement fini avec cette idée que pour être bien, il fallait être moderne. Pour être bien, il fallait être même mieux que moderne. Il fallait être dans le futur, en fait. Ce truc de nécessité de tendre vers une idée du futur, une utopie du futur. En fait, le futur, si on réfléchit bien, c'est super pourrave. Le rythme de la modernité le fait bougonner, ou plutôt rouméguer, comme on dit en occitan, la langue parlée dans le sud de la France depuis l'époque romaine. Pour Ernest Bergès, alias Sourdure, remixeur en chef du patrimoine occitan, la cabrette, ou cornemuse auvergnate, n'a pas rendu son dernier souffle. Capitale européenne de la coutellerie, Thiers fait grise mine. La ville se situe au cœur de la diagonale du vide. Cette zone géographique, qui tranche la France en deux, détient le record de la plus faible densité de population. En 50 ans, Thiers s'est vidé d'un tiers de ses habitants. Y a quelqu'un? Bienvenue à Thiers. Ça n'a pas refroidi Sourdure qui, depuis 3 ans, habite dans le centre-ville déserté. C'est ici que l'artiste bidouilleur a installé son studio. Mais dis Ernest, qu'est-ce que tu gagnes à vivre dans ce trou perdu? Venir ici, c'est venir dans un endroit où il n'y a pas une surcharge de propositions en termes de création artistique, en termes de programmation, en termes de... Mais c'est pas que ça, c'est venir dans un endroit où je sens qu'il y a de la place pour essayer des choses. Il y a un espace vacant. Non pas que ce soit le vide, parce qu'en fait, nulle part n'est vraiment vide. Il y a toujours une histoire. Né en
88 à Lyon d'une mère psychologue et d'un père ingénieur, le petit Ernest développe très vite un appétit d'ogre pour la musique. DJ au lycée dans un groupe de rap, il passe un diplôme pour devenir professeur de musique. À 21 ans, le violoniste découvre grâce à des collègues de promo la musique occitane. C'est le coup de foudre. En 2015, il lance son projet solo, Sourdure. 6 ans plus tard, le musicien continue de labourer la culture occitane avec son 4e album et le morceau Nostra Fuera. Notre chiasse, ça veut dire. C'est une chanson carnavalesque qui est vraiment, pour moi, une espèce de cri vitalisant ou revitalisant pour dire, ben ouais, pour faire sortir la chiasse de vivre. Aujourd'hui, Ernest a invité son ami Laurent Boitia à faire un bœuf avec sa vielle à roue, un instrument datant du XIIe siècle. Entre les deux troubadours, on cause en occitan. De basse, dire le gros amplificado. Ce qui est important déjà, c'est semelle en cuir et en bois. Faut que ça claque, parce que la Nike, elle est très confortable, mais j'ai un capteur sous le talon droit qui va me permettre de déclencher mon petit synthétiseur. Habiter ici, pour moi, c'est être en résistance au modèle dominant. Mais quel est l'hurluberlu qui a dit que le rap était une musique urbaine? Alors balance le son, fils de pute! Cet été, au fin fond de la campagne vendéenne, MC Circulaire, boss du Plouc-Star Rap, débite son flow champêtre. Peu d'ambition, si ce n'est de faire du gros son, si ce n'est de baiser la bouteille, si t'as baisé le bouchon. C'est pour les gens qui viennent à mes concerts, si je représente pas pour eux, qui sait qui va le faire? Sonne, perd donc je continue. Je fais mon queue de rue, je me plais dans le passé simple, toi tu te perds dans le pur-pu. 1 pour la campagne, 2 pour les paysans. MC Circulaire. Ça fait 1 pour la campagne, 2 pour les paysans. Passe le portail, y'a pas que les chiens qui est méchant, ça fait... Nous aussi on peut rapper quoi, enfin... Vous ne vous arrêtez pas de vous branler avec vos 9 mm. Putain, ici on a du 308 Winchester. Nous on t'arrête un sanglier avec ça quoi. Va la chasse au sanglier avec un 9 mm, tu vas voir. Ça va pas être la même. C'est du rap pareil pour les ploucs. Tout simplement. Ça vient des mecs de campagne, puis ça parle aux mecs de campagne. Dis-leur me jette, prends ça dans ta tête. Pop, 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 c'est du hip-hop, ça vient de Vendée, ma petite salope. Né à Lorient de parents ouvriers, MC Circulaire grandit en Vendée, à Saint-Hilaire-des-Loges, village de 1900 âmes. Il quitte l'école à 16 ans et entre 2 intérims à l'usine, écrit ses premiers textes. En 2007, avec Ça vient de Vendée, il pastiche le rap des cités et entre dans le game par les tables. 100% rap de paysans. C'est jamais rien passé, il se passe rien. Suicide, désertification, chômage, avec MC Circulaire, mon pré va craquer. Devenu le porte-voix des zones blanches, ces territoires où le réseau mobile ne s'aventure pas, le Vendéen revendique son appartenance au prolétariat des campagnes. Toujours la même merde du berceau au tombeau. C'est une fierté d'être plouc. C'est une fierté. C'est des vraies valeurs, tu te bats pour quelque chose. C'est concret. Et les gens les plus essentiels dans notre société, dont les paysans font partie, bah, ces gens-là, ils sont traités comme de la merde. C'est des salaires de misère, des conditions de taf de baiser, enfin, tu vois. On n'est pas... Ils font pas de manif, les paysans, tu vois. C'est pas la SNCF, hein. Eux, quand ils font leur manif, ils tracent une corde et ils se la mettent autour du cou, tu vois. Vous ne voulez plus vivre à la campagne? Non. Et si vous épousiez un cultivateur? Non, non, je veux pas. Pas toujours rose, la vie à la campagne. Pendant près d'un siècle, sa population fuit les villages pour la modernité des villes, leur confort et leur salaire plus attractifs.
L'exode rural commence à la fin du 19e siècle, alors que le monde agricole est frappé par de graves crises, comme celle du phylloxéra, un affreux puceron qui ravage les vignes françaises. Dans les années 60, l'agriculture intensive et la mécanisation des exploitations continuent de vider les campagnes. Mais aujourd'hui, la cambrousse se rebiffe. Ce soir d'été, à la Muette, ferme brasserie nichée au cœur du bocage vendéen, chauffeurs routiers, éleveurs ou maçons, ils sont plus de 300 à s'être donné rendez-vous au concert de MC Circulaire. À la campagne, tu peux faire ce que tu veux, puis il n'y a personne qui te fait chier, alors qu'en ville, il y a toujours un connard pour te casser les couilles. On peut être fier, tout le monde vient chez nous maintenant. Il y a de quoi être fier. Hein. Il y a une meilleure ambiance. Je sais pas, les pécores sont sympas. Il y a moins de stress, moins de pression, moins d'angoisse. Les enfants sont couchés. Tout est fermé, y a rien d'ouvert et les seules lumières cassées, celles des lampadaires. Alors on fait des kites, on fait les gros, on fait des gueux au marqueur ou au blanco. Le luxe, c'est tu prends une pomme qui est là, tu la goûtes, elle est juste à tomber par terre. Ça, c'est un luxe. Ouais. Même si c'est glauque autour, même si tu te fais chier la bite, il y a des petits rayons de soleil. Puis qui sont que à toi, quoi. Tu vas pas les Instagrammer dans la foulée. T'en bats les couilles, tu vis le truc. Puis t'es heureux avec ça. Pédale d'effet et cloche de berger, c'est le cocktail de Femme Collection, dans ce qu'il présente comme une transhumance audiovisuelle. Dans leur performance, Dry, le collectif met en musique un film muet qu'ils ont réalisé et qui raconte les tribulations d'une Sonaille de berger. Pour les musiciens Romain et Eris de Femme Collection, le paradis a des airs de coin perdu. Quand on prend conscience que voilà, il y a des gens dont le métier c'est de faire marcher 500 000 bêtes sur un chemin pendant plusieurs jours pour les amener à un endroit bien précis sur une montagne. Et pour ça, ils vont leur mettre des sons qu'ils choisissent et qui vont composer comme ça une musique de troupeau, etc. En fait, ça paraît complètement dingue. Et tu le vois parce qu'ils font des fois des trucs, ils les font s'arrêter. Ils attendent et ils les font redémarrer. Ouais. Des petites passes comme ça où tu as l'impression que c'est aussi pour profiter pleinement du son. Fondatrice de Femme Collection, Iris Kaufmann voit le jour au Caire il y a 34 ans, d'un père musicien et d'une mère institutrice. Après des études d'histoire et d'anthropologie, elle part vivre à Viols-le-Fort, un village pastoral de l'Hérault. Iris se passionne alors pour les sonnailles, un trésor musical caché dans les prés. C'est un village où tu as 200 habitants pour environ 1200 brebis. Donc là, on éclate les scores quand même. Et donc à peu près un millier de cloches, si on peut dire. Entendre le troupeau, c'est devenu une forme de quotidien. C'est quelque chose que je cherchais, même pendant le premier confinement. J'attendais tous les jours le passage. Le moment où il allait rentrer chez lui, prendre le virage. Je le suivais de loin, en fait. Et je l'ai entendu changer ses cloches. Quand l'éleveur a acheté de nouvelles cloches, j'ai senti que c'était plus pareil. Au lendemain de leur ciné-concert à Sumène, dans les Cévennes, les maestros de Femme Collection font prendre l'air à leur nouvelle création, le campanophone. Cet instrument inédit qu'ils ont fabriqué eux-mêmes est composé de 50 cloches et autant de notes de musique. Ça, je sais que c'est le Fa parce que du coup, c'est quand même une note un peu... Comme elle est un peu grave et qu'elle sonne bien, ça sert de référence, quoi. Un Si, mais après, en plus, c'est compliqué parce qu'on avait... Là, il y a un Do. Là, il y a un Ré. Mais franchement... Les écarts sont quand même un peu bizarres, hein. My mom was an extremely charitable woman. She donated my school once when I was a kid. There's this girl in my grade named Caitlin. She had Down syndrome, or she had something. She
she was a bitch, this girl, and she used to bite kids a lot, and I was terrified of her, and she's a bit of, anyway. À l'enterrement de sa mère, Jimmy, un flic dépressif, embarrasse ses proches avec un éloge funèbre pathétique. Jim Cummings ne joue pas seulement le premier rôle de Thunder Road. Il en est aussi le monteur, le scénariste, le réalisateur et le producteur, comme dans tous ses films. Je peux le faire, gère le reste, je suis réalisateur. Ici, c'est bon? Tous les jours, Jim prend des notes sur son calepin des temps modernes. Je te montre. J'utilise l'appli Rappel pour écrire mes scénarios. Et ça, c'est les scènes de Thunder Road. Ce qui est génial, c'est que je peux les faire glisser, les déplacer pour modifier les scènes et après faire une capture d'écran. Ça devient la trame de mon scénario. C'est classe. Dans son troisième long métrage, The Beta Test, que Jim Cummings présente au Festival de Deauville, un agent hollywoodien voit son monde s'écrouler après qu'il ait reçu une invitation à un mystérieux rendez-vous sexuel. Comme tous ses films, The Beta Test est produit grâce au financement participatif. Cette fois, il a récolté $350 000. So for months, we're trying to get in touch with the guy's team. We're trying to sign the guy to the agency. No answer. We're doing everything we can, trying to reach the guy's higher ups, everything. We're trying every possible combination of email address. Doesn't work. Nothing. All right, so I've been reading a lot about the Medici family. These guys, they got all the money in the world. They're secluded from everybody. And I was thinking, and I was like, these rich people, they don't have social media. You can't get in touch with these people. They don't have Facebook or anything. But you can bet these motherfuckers have Venmo. No. Oh yeah, bro. For the most part, it's a really Presque tout Hollywood est une organisation criminelle toxique et malhonnête. criminal organization that is Hollywood that is Ils tiennent sciemment les gens dehors. people out, and it's Ils ne never m'ont really jamais helped aidé. me. The majority La of the plupart work des that I boulots que j'ai get, eus, les salaires que j'ai reçus, ça vient d'Internet. it's never from Jamais d'un agent ou d'un manager. or manager. C'est parce que j'ai fait une vidéo à la con que j'ai postée sur Vimeo que quelqu'un a dit « Oh, j'ai vu ça, tu devrais jouer dans ce nouveau film. I'm sorry. Mr. Hart. You gotta give me a minute. I'm so sorry. I'm gonna have to hold on to this desk for a minute. Please. You gotta stop. You never want to hear that. You never want to hear you passed on something terrible to a child. Sorry. I'm gonna have to walk around for a second. Sorry. Mr. Arnaud? You gotta stop that. You gotta stop talking to me, man. Shithead. I didn't mean to call you that. I'm sorry. I was always the person J'ai toujours été un glandeur. Quand mes parents jardinaient, passaient la tondeuse ou bricolaient dans la maison, je me cachais toujours pour que personne ne me trouve. Je détestais les corvées. Je ne pouvais pas supporter ça. J'ai eu cette étiquette même ado. Mon frère et ma sœur me traitaient de branleur, disaient que j'aurais jamais d'ambition, que j'étais un loser. Et ils lançaient toujours « Où est Jim ?» C'était la blague. C'est terrible. Né en 86 à la Nouvelle-Orléans dans une famille de procureurs, Jim s'amuse à tourner des remakes de ses films préférés avec ses frères et sœurs. À 18 ans, il étudie le cinéma à Boston, puis enchaîne les flops en tant que metteur en scène. Des débuts difficiles que son ami Tony Yasanda met à profit en faisant jouer à Jim le rôle du réalisateur raté dans un faux documentaire en 2014. Give me $200! No, give me all the money! Fuck you! The police are coming right now! Oh, fuck you, man! I'll play! Give me the money! Oh, you want to see something? Oh, shit. En 2016, avec The Robbery, Jim entame une série de 6 courts-métrages qui ont tous la particularité d'être des plans séquences. Yeah. Hey, yeah. I'm just getting the money. Sa marque de fabrique, l'humour absurde et un sens aiguisé du détail. J'ai fait exprès de choisir un pantalon aux jambes trop larges, comme celui de Charlot. Sur le plan large, on me voit marcher en arrière, et son pantalon est énorme. L'uniforme ne va pas du tout. J'ai piqué ça à Charlie Chaplin. Il y a quelque chose de très drôle dans ce type qui joue les flics, alors que même son uniforme est foireux.
Jim, please no. Go wait in the car. Go wait in the car. Please, I'm begging you, please go wait in the car. I don't know what's wrong with me. Please go wait in the car. Hey, Captain. Hey, Captain. No, he's fine. À l'époque des filtres Instagram et de Photoshop, l'artiste danoise Henriette Sabro-Ebbesen met les corps sans dessus-dessous, sans utiliser le moindre logiciel. Sous le soleil de la Baltique, la photographe nous emmène à la plage, à quelques kilomètres de Copenhague. À part l'aéroport qu'elle abrite, la banlieue de Kastrup est prisée pour ses balades champêtres. Quand il ne pleut pas, c'est là qu'Henriette shoote ses modèles. C'est du plastique, facile à nettoyer et pas coupant. C'est le but. Et la modèle, elle se sent comment? Super, je profite du beau temps. C'est comme de la sculpture. Quand je fais mes photos, je vois d'abord les formes et les contours. Et je collabore avec mes modèles. On sculpte l'image ensemble. Étudiante en médecine, Henriette se découvre en 2015 une vocation de photographe pendant une année d'échange universitaire en Géorgie, aux États-Unis. À partir de 2017, elle travaille pour des magazines de mode du monde entier. La patte d'Henriette, c'est Miroir. Ces séries, Feminine Development et Modern Masculinity, peuplées de silhouettes déconstruites, sont à mi-chemin entre la photographie et la peinture. You say you wanna pass some time. You say you wanna love divine. Elle a l'air très forte, fière et puissante. C'est exactement comme ça que je veux représenter les femmes. Elle a des éclaboussures, comme des taches rouges sur le corps. C'est du jus de fraise. On s'est amusé un peu avec des fraises et des framboises. Quelqu'un m'a dit que ça ressemblait à des blessures, qu'elles saignaient. Alors pour cette raison, l'image ne leur a pas plu. Mais moi je trouve que ça s'ajoute à l'histoire, parce que chacun a ses blessures et ses propres traumatismes. Née il y a 26 ans à Odense, au Danemark, dans une famille de médecins, Henriette, aînée de 3 enfants, fait ses gammes de bidouilleuse d'images dans le salon de ses parents. Elle donne une nouvelle dimension à l'album de famille en s'attaquant aux portraits réalisés par son père, qu'elle découpe avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui installée dans le quartier chic d'Österbro, à Copenhague, Henriette poursuit en même temps sa carrière de photographe et sa dernière année de médecine. Ma mère est chirurgienne esthétique. Je l'assiste dans beaucoup d'opérations comme j'étudie la médecine. C'est intéressant de réfléchir à ça de façon artistique. C'est fascinant tout ce qu'on peut faire avec la chirurgie plastique ou reconstructrice. Pour moi, c'est aussi une forme d'art. Pour sa prise de vue en plein air, Henriette a sorti son attirail de plaques réfléchissantes, glanées sur les marchés aux puces de Copenhague. Au fil du temps, elle a trouvé sa propre technique pour déformer les paysages et les corps de ses modèles, souvent les membres de sa famille ou ses proches. Je suis perfectionniste quand je crée. J'essaie que ce soit le plus parfait possible. Mais j'ai remarqué que depuis que je fais toutes ces photos, les meilleures ne sont pas les plus parfaites. Celles où je contrôle tout. C'est comme si elles avaient leur propre vie, comme si elles me parlaient. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, avec Arte.tv et les réseaux sociaux.